Je suis ravie de t'avoir aujourd'hui pour cette interview pour le magazine Conscious, Claire. Oui. Voilà, je t'ai connue de par certains de tes partenaires pour ton association. Euh, donc voilà, parce que moi je travaille depuis longtemps avec la clinique Bellara, le centre de cardiologie, etc. Donc je sais qu'ils sont partenaires pour toi. Donc c'est vrai que je voyais toutes les choses que tu faisais. Et donc par rapport à notre magazine Conscious, dont l'objectif c'est de transmettre aux gens des clés pour vivre et travailler en conscience. Et là on a un numéro qui va sortir, et notamment c'est la raison pour laquelle je voulais t'interviewer, qui va sortir sur le fait de donner du sens à sa vie et faire les choses pour avancer avec le sens et les missions qui nous portent. Je me suis dit, peut-être que entendre Claire parler de son projet et de ce qui fait sens pour elle, ça pourrait être intéressant. Est-ce que, tout d'abord, Claire, tu voudrais bien te présenter et présenter ton association Summit of My Heart pour les gens aujourd'hui qui vont nous écouter et qui te connaissent pas? Alors, je m'appelle Claire Dupont, je suis donc maman d'une jeune fille qui a maintenant 15 ans. Elle a été opérée à cœur ouvert à l'âge de 9 mois et en fait, on a la chance d'être bien née puisque en France, on a une carte vitale et on a des institutions de soins qui prennent en main toute la santé et quasi intégralement gratuitement. Et en fait, c'est pas le cas de tout le reste du monde. Et en fait, quand j'ai appris qu'elle était malade, les choses ont été très vite. Et quand j'attendais des nouvelles du bloc opératoire, j'ai été assise à côté d'une famille d'accueil qui travaillait pour Mécénat Chirurgie Cardiaque. Et Mhm. en fait, cette famille d'accueil, en discutant avec elle, en fait, plus je parlais avec eux, plus je me disais, c'est fou, ils se retrouvent à vivre par choix, ce qui, moi, était imposé à ma vie, en fait. Et ça, j'en ai encore des frissons, toujours en le disant. Je trouve que c'est un geste de dévotion Mm. phénoménal. C'est des gens qui agissent complètement dans l'ombre et qui font un travail extraordinaire. Et du coup, je m'étais toujours dit que moi, quand tout irait mieux, je ferais quelque chose aussi à mon échelle. Donc moi, je peux pas accueillir d'enfants parce qu'en fait, j'habite pas dans un périmètre d'hôpital qui prend en charge des pathologies cardiaques complexes et rares. Et voilà. Parallèlement à ça, en fait, pendant que j'attendais aussi des nouvelles de Camille, du bloc opératoire, on m'a offert un livre qui s'appelle Summits of My Life d'un grand athlète espagnol qui s'appelle Kylian Jornet. Et en fait, quand tout a été mieux pour Camille, je me suis souvenue de ce moment où j'attendais des nouvelles. Donc, je discutais avec cette famille d'accueil, puis on m'avait offert ce livre. Et quand on ouvre le livre, en fait, c'est écrit Rien n'est impossible. Et Mm. à partir de ce moment-là, je me souvenais qu'à l'époque, je m'étais dit tout ira bien. Camille va sortir vainqueur de tout ça. Nous, tout ira mieux. Et du coup, bah, je me suis souvenue de tout ça presque 10 ans plus tard. Elle avait 9 ans quand j'ai fondé l'association Summits of My Heart. Et en fait, ça s'est construit assez rapidement puisque bah, je pouvais retourner à la montagne, je pouvais retourner faire des activités, je retrouvais une vie. Et en fait, j'ai toujours été passionnée de montagne à la base, sauf que je me suis mise de côté parce qu'il se passait tout ça. Et quand j'ai pu y retourner, je suis partie faire le pic d'Annie en vallée d'Aspe. Et en fait, quand on démarre ce pic, on fait face aux orgues de Canlon. Et en fait, j'ai imaginé que ces orgues, en fait, j'étais toute seule, comme j'adore faire de la montagne toute seule, j'aime être toute seule parce que ça donne vachement de richesse à mon imagination. Je suis pas perturbée et polluée par le quotidien. Et en fait, ces orgues s'apparentaient à un électrocardiogramme géant naturel. Et du coup, je me suis mise à porter attention à ça et à m'écouter. Et m'écouter, en fait, c'était entendre mon cœur qui battait fort, puisque le pic d'Annie, le ratio kilomètre dénivelé est assez important. Donc, en fait, j'entendais mes palpitations. Et quand j'ai atteint le sommet, j'ai vu une guirlande de drapeaux hindouistes. Et ça, c'est souvent ces populations au Népal, elles mettent ces guirlandes de drapeaux pour exprimer des vœux de richesse, de prospérité, et voilà, de santé aussi. Mm. Et moi, je me suis imaginé que dans cette guirlande, il y aurait un drapeau cœur, où je pourrais faire un vœu d'amour, un vœu de protection, un vœu de santé pour tous les gens, tous les enfants qui traversent des difficultés de santé dès le plus jeune âge.
Et quand je suis redescendue de ce sommet, le temps de conduire et de rentrer chez moi à Biarritz, en fait, tout s'est mis en branle dans ma tête. Et en fait, je me suis dit, je vais collecter mes battements de cœur à l'effort et je les convertirai en centimes d'euros au travers du soutien de sponsors et mécènes pour pouvoir prendre en charge des rapatriements et des opérations d'enfants cardiaques défavorisés. Alors, c'est un peu long, Et c'est comme mais ça c'est que tout a une histoire vraie. commencé. Voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Ouais, ok. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un petit peu, juste pour qu'on comprenne euh, les actions que tu fais auprès de ces enfants aujourd'hui? Donc, tu recueilles des dons Oui. qui permettent de faire venir des enfants pour être opérés, c'est bien ça? Alors, en fait, moi, je crée des pages de collecte, j'imagine des événements, ces événements durant lesquels on collecte des battements de cœur, on arrive à les convertir en centimes d'euros grâce à mes collectes à mes, comment dire, à Des mes, mécènes. voilà, ou à mes recherches de mécènes et de sponsors. Et Mhm. en fait, une fois que j'ai collecté 1 200 000 battements de cœur, ça déclenche le fait que je peux prendre en charge le rapatriement d'un enfant cardiaque défavorisé au travers du soutien de Mécénat Chirurgie Cardiaque et de Aviation Sans Frontières. En fait, D'accord. dès que je déclenche 12 000 euros, c'est le coût moyen d'une opération. Il y en a Ok. qui sont bien plus chers, il y en a qui le sont moins. Mais globalement, il nous faut cet argent pour pouvoir déclencher toute la chaîne de solidarité dont je fais partie, mais à l'initiative d'eux, en fait. Puis après, Mhm. en fait, on se met en relation avec Aviation Sans Frontières qui va mettre des hôtesses de l'air ou des retraités euh, bénévoles qui peuvent être convoyer ces enfants en fait jusqu'en métropole. Puis après, ils sont accueillis en famille d'accueil, puis opérés dans les 11 centres hospitaliers qui sont capables de prendre en charge ces pathologies. Des fois, il y en a même que 4 selon la pathologie qui peuvent les prendre en charge. Et voilà, et puis après, en fait, il y a un retour en convalescence dans la famille d'accueil, puis de nouveau un rapatriement après guérison dans sa famille avec Aviation Sans Frontières. Ok. D'accord. Donc, c'est finalement, tu fais partie de toute une chaîne solidaire. Voilà, C'est ça, c'est j'ai ça. l'impression. Je ne Ouais. suis qu'un maillon. Ouais, exactement. Mais un maillon important, Et, puisque tu arrives oui, à déclencher le fait qu'un enfant puisse voilà. C'est-à-dire que bénéficier. ce qu'il faut se dire, en fait, ce qui est moteur, c'est que euh, à l'échelle du monde, ces actions, elles sont minimes, Mhm. mais parce qu'il se passe énormément de choses. Mais je me suis toujours dit que à son échelle, on peut contribuer. C'est le petit colibri de Pierre Rabhi. C'est-à-dire Mhm. qu'en fait, c'est chaque petite goutte d'eau euh, fait qu'on peut éteindre l'incendie, en fait. Et donc, maintenant, depuis les nombreuses années que tu fais ça, euh, tu sens que ça a rempli une partie en toi qui avait besoin Ah bah de complètement. ça. Parce que en fait, c'est extrêmement sollicitant. C'est-à-dire que je travaille à temps plein à côté. Oui, c'est ça, tu J'ai- travailles à temps plein. Voilà, j'ai ma fille. Et en fait, c'est créer une association, c'est-à-dire déjà, j'étais inconnue au bataillon du monde associatif, c'est quand même particulier. Ensuite, j'étais aussi inconnue au bataillon de la montagne, parce que ça reste un milieu quand même assez particulier. Et en fait, je me suis lancée au tout départ dans la traversée des Pyrénées par les 90 plus au sommet. Et en fait, je me jetais un petit peu partout. C'est-à-dire que quand tu crées une association, tu as annoncé que tu allais faire ça. Moi, en plus, il suffit que j'ai parlé publiquement ou même à une personne pour que l'engagement il soit là. Donc, je sais que je vais aller au bout, coûte que coûte. Et le coûte que coûte, parfois, n'est pas loin de vraiment me coûter tout parce que ça demande beaucoup d'énergie. Créer une association, en fait, c'est créer une entreprise, quoi. Mm. Faut être et comptable et commercial et événementiel et communication, marketing, Tout, quoi. athlète, s'entraîner. Enfin, faut tout compiler. Et ça, c'est fatigant parce qu'en fait, au tout début, moi, j'avais pas d'aide, hein. Si j'avais besoin de quelque chose, demander à personne parce qu'en fait, Mm. le fait que... Et ça, je le comprends aussi parce qu'en fait, j'arrivais, j'étais nouvelle, j'étais pleine d'idées, mais je pense que j'étais noyée dans une masse de gens aussi qui ont des idées, qui disent qu'ils vont faire des choses, mais qui ne transforment pas la parole en action.
Et du coup, les gens sont un peu réfractaires, ils ont peur, ils se sont dit oui, elle arrive avec son truc, voyons ce que ça donne et puis on verra après. Et en fait, du coup, ça, je me le suis dit avant. Enfin, au tout début, j'ai essayé de tout faire et puis je me suis dit, te fatigue pas, fais et tu verras, ça viendra tout seul. Et c'est vraiment ce qui s'est passé. C'est-à-dire que j'allais planter mes drapeaux en haut des sommets, et puis il y a des gens qui ont découvert des drapeaux, puis ces gens-là m'ont trouvé sur des réseaux, puis m'ont contacté, puis m'ont mis en relation avec des personnes, et c'est comme ça que j'ai pu, mon plus gros mécène, le premier, ça a été le Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne. En fait, c'est un collaborateur du Crédit Agricole qui était dans une agence à Oloron-Sainte-Marie, qui aime la montagne et qui a découvert le drapeau en haut d'un sommet. Et du coup, il m'a contacté en me disant, voilà, moi je fais ça, j'aimerais te mettre en relation avec le fonds de dotation. M'a mis en relation. J'ai été accueillie le 8 mars 2019 dans les locaux de Oloron-Sainte-Marie, où j'ai présenté à l'Assemblée des sociétaires le projet. C'était le jour de la journée de la femme. Et en fait, j'ai fait l'unanimité et c'est là que j'ai remporté le maximum de la subvention possible et c'était 10 000 euros. Mm. Et en fait, après ça, ça m'a donné bon, déjà une énergie dingue. Je me suis dit, waouh, 10 000 euros, tu te rends compte, c'est dingue. Tu as monté ton projet il y a 3 mois. Cette marque de confiance, elle est énorme. Et après, en fait, ça s'est mis en place tout seul. Et c'est Ouais. là où je me suis dit, faut toujours commencer par faire pour prouver ta légitimité, les raisons de l'audace et tout ça, quoi. Mm, mm. Et après, petit à petit, ben, finalement, les choses vont venir Voilà. se mettre Alors sur bon, le chemin, quoi. ça reste quand même très Oui. challengeant. Ça ne tombe pas non plus tout cru. C'est-à-dire qu'il faut faire des efforts, mais voilà, je me dis que c'est toujours moins d'efforts que de se battre pour vivre. Et ça, c'est ma raison Mm. ça, c'est le sens pour moi. C'est que je pense que tout est moins difficile que d'essayer de respirer à chaque instant. Mm. Et puis je ne supporte pas de voir des enfants malades. Alors je ne les sauverai pas tous, Mm. mais je préfère en sauver quelques-uns plutôt que de me dire oh c'est triste la vie, le Oui. monde, oh les guerres, oh je suis Charlie, oh je suis truc. En fait pour moi la vie ne peut pas se résumer à ça. C'est-à-dire que on peut pas parler uniquement, il faut agir quoi. Il faut agir et agir, ben c'est faire ce qui fait sens à chacun et répondre à du mieux qu'on peut avec les armes qu'on a aux besoins. Mm, mm. Et moi, je me suis toujours dit, on fait bien quand on aime. Et moi, j'adorais la montagne. Et je me suis dit, je réussirai obligatoirement parce que parce que c'est ma passion. Ma passion, elle est de mon cœur. Mon cœur, il bat bien. J'ai de la chance. Et en fait, il va me porter loin. Et il va porter mes actions pour ces enfants qui n'ont pas cette chance. Je sais Ok. pas si ça répond beaucoup à la Non, non, question. mais si, ça répond totalement à mes questions, oui. Est-ce qu'il y a un moment particulier dans ton parcours avec l'association où tu as senti que vraiment, là, ta mission, elle faisait pleinement sens pour toi et t'as senti, tu sais, comme quelque chose qui s'ouvrait parce que là, ça y est, tu sentais que t'étais là où tu devais être. Est-ce que tu as un moment, un souvenir, un flash comme ça qui te... J'en ai plusieurs en fait. T'en as Alors le plein. tout premier, c'est justement ce crédit agricole Ouais. là qui m'a aidé. En fait, je me... ça m'a permis de prendre en charge un enfant. C'est-à-dire que j'avais collecté à côté, mais c'était des collectes de dons de particuliers, donc ça restait Oui. entre 10 et 100 euros. Mais bon, cumulé, c'est pareil, c'est comme des gouttes d'eau, c'est très important, c'est pas négligeable. Et en fait, dans mon tout premier projet, en 2019, quand j'ai traversé les Pyrénées par les 90 plus hauts sommets, en fait, j'ai invité tous les 10 sommets une personnalité particulière. Donc, le 10e sommet, j'ai invité le cardiologue qui suivait ma fille et qui nous a annoncé d'ailleurs la pathologie. Ensuite, le 20e sommet, j'ai invité Pauline Nadeau, qui était une athlète de surf d'ici, quoi. Puis après, Jocelyne Poli, qui était une coureuse de renommée à Pau. Ben voilà, j'ai invité ces personnes-là et en fait, pour le 60e sommet, j'ai invité les chirurgiens qui ont opéré ma fille Mm. à partager cette ascension avec elle et avec moi. Et on a fait le pic du Midi de Bigorre par le chemin des Muletiers. Donc c'est le plus haut, le plus long accès pour accéder au sommet du pic du Midi. Ça fait 1800 mètres de dénivelé.
Et en fait, ma fille était avec moi, donc elle avait 9 ans. Et j'ai fait ça avec elle, les chirurgiens. Mm. Et au sommet, nous attendaient ben, les sociétaires des- de Pyrénées, du Crédit Du crédit Agricole agricole. Pyrénées-Gascogne. Et en fait, ils nous attendaient avec un chèque géant au sommet. Et ce moment-là, je me suis dit, waouh, t'as réussi. En fait, t'es en train de réussir. Il t'a fallu 3 mois et t'es en train de réussir. C'est-à-dire que là, tu sais que tu vas pouvoir prendre en charge un enfant. Et 3 mois après, je rencontrais cet enfant avec ma Mm. fille. Et là, je Ouais. me suis dit, je m'arrêterai pas là. Je veux revivre ces moments-là à chaque fois. Je veux prendre ces enfants dans les bras. Je les reverrai jamais. Ça dure parfois 20 minutes, une demi-heure, 1 heure, selon bah, leur état de santé, où est-ce qu'ils en sont dans leur convalescence, la disponibilité des familles d'accueil, des soignants et tout ça. Mais ces moments-là, ils sont hyper intenses. C'est-à-dire qu'on se rend compte de la valeur de la vie en un si peu de temps. Se dire, ce que je vis là, je le revivrai peut-être jamais avec cet enfant, je le reverrai jamais, mais j'ai l'impression que c'est mon enfant. C'est devenu mon enfant. Et c'est comme ben, une naissance à chaque fois de moi-même. Mm. Et elle m'enrichit de plus en plus. Donc c'est difficile parce que d'un côté, j'éprouve de la fatigue parce que sur la longueur, c'est dur. Je suis toute seule à tenir ça à bout de bras. Mais en même temps, ce que je reçois est infiniment plus fort. Plus fort, hein. Et ça te nourrit. Et ta fille, comment elle vit tout ça à tes côtés? Comment elle vit ton engagement? Alors, on est très fusionnels. Donc, elle m'a accompagnée beaucoup sur le tout premier projet de la traversée des Pyrénées. Elle a fait une quarantaine de sommets avec moi. Donc, Ah elle oui, avait que 9 ans. Donc, elle avait que 9 ans. voilà. Ah, C'est une petite qui se plaignait pas du tout. Elle adorait être à la montagne. Souvent, on partait juste après l'école le vendredi soir, parce que forcément, je faisais ça sur mon temps libre. Et j'allais la chercher. Et puis, on allait camper. On allait camper bah, au pied des sommets. Donc voilà, je prenais tout dans la voiture. Donc il y avait tout ce côté aventure où que je vivais toute seule avec elle. Et en fait, ça la nourrit. C'est-à-dire elle a envie d'être comme moi. Donc du coup, elle veut faire les choses avec la même intensité. Alors c'est pas évident parce que bah, je donne un exemple de je ne m'écoute pas d'une certaine manière parce que si je m'écoute, ben, je vais ralentir. Si je ralentis, je sais que ça va pas aller aussi vite et qu'il faut garder cette cadence. Donc c'est vraiment un équilibre très fragile, mais ça l'inspire, on va dire. C'est très inspirant pour elle et elle a vraiment envie de faire des choses à son niveau. Là, maintenant, elle est plus grande, elle essaye de m'aider sur les réseaux sociaux, de me soulager, elle essaye de trouver des idées. Et même elle, elle me dit, quand je pourrai, je courrai un marathon et je collecterai mes battements de cœur aussi. c'est chouette. Ouais. C'est joli, ouais. C'est joli. Euh, 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 alors avec tout ça, tout ce temps que tu dépenses, cette énergie et tout, comment tu arrives à maintenir un équilibre entre tous ces engagements, entre ta vie personnelle et puis ta vie professionnelle, puisque tu as un boulot à temps plein aussi. Comment tu travailles cet équilibre-là? Euh, c'est difficile aussi. C'est-à-dire que j'essaye de construire mes journées du mieux que je peux. Bon, bah, quand j'ai déposé ma fille au lycée, ben, je pars travailler. Pendant la pause déjeuner, en fait, déjà dans la matinée, je fais toujours une pause. Je commence par, quand j'ai une pause dans le travail, je fais un peu de LinkedIn pour ben, essayer d'étendre mon réseau de connexion, quoi. Ça, j'y passe 10 minutes. Ensuite, pendant le déjeuner, j'essaye pendant une demi-heure de faire des réseaux sociaux, donc Instagram, Strava, Facebook, LinkedIn aussi. Si j'ai des publications, des posts, de répondre aux gens bah, ou de solliciter des personnes ou des personnes qui m'ont sollicité, bah oui, de leur répondre, mais bon, il faut que j'argumente un petit peu, donc ça prend du temps. Ensuite, je fais ça, j'essaye de faire ça une demi-heure. Ensuite, je vais faire le tour du pâté de maison autour du bureau pendant 40 minutes pour souffler, essayer de couper, Tu marches, régénérer. tu marches, tu cours? Là, je mange pas encore. Et en fait, après, c'est quand je me remets au travail, en fait, je mange devant mon ordi. Voilà, c'est le seul moyen, sinon il n'y a pas tout qui passe.
Donc, je mange parce que j'ai un travail de chef de projet, donc j'ai pas forcément toujours des clients au téléphone. Enfin, je veux dire, je peux travailler et manger un quart d'heure, ça va pas changer la face du monde. Et ensuite, le soir, ben, je rentre. Souvent, je vais m'entraîner. Je vais nager ou je vais marcher ou courir ou faire du pilates. Euh, et ensuite, bah, je fais à manger, on La vie de mange, maman, quoi. comment, voilà, c'est ça. Et après, souvent le soir, je me remets environ, oui, je dirais 45 minutes, 1 heure sur. J'ai un petit cahier où je note mes idées. Souvent, c'est quand je fais du sport ou que je marche, notamment, que j'ai des idées qui me viennent. Des idées, j'en ai énormément, mais justement, il faut beaucoup que je me canalise, moi, parce que sinon, dès que j'ai du temps libre, je suis en perpétuel travail mental. Et en fait, j'essaye de garder le meilleur et de me noter sur un carnet bah, tout ce que j'ai à faire, tout ce à quoi j'ai pensé, qui je pourrais solliciter. Quand j'ai fait du LinkedIn le matin, bah, je me suis dit, ah tiens, je suis rentrée en connexion avec lui, mais lui, il connaît un tel, du coup, je pourrais peut-être, ta, ta, ta. Et voilà. Ça ressemble à une journée type. Et le week-end, souvent, bah, je vais ou nager, ça dépend de l'emploi du temps avec ma fille, puisque maintenant au lycée, elle a beaucoup plus de travail, elle a ses activités à elle aussi, elle fait de la danse. Donc, faut ménager tout ça. Et mon copain qui, lui, habite dans les Pyrénées, donc on n'habite pas ensemble, donc du coup, il y a aussi ce facteur-là où faut se déplacer, faut trouver le bon rythme pour se voir et profiter, avoir des moments de calme, quoi. Oui. Tu arrives à en avoir? Pas facile. Pas facile, hein? Non, pas facile du tout. J'essaye parce que j'ai quand même eu des moments difficiles pour continuer de nourrir toute cette énergie. À un moment donné, faut essayer de mettre le haut là. Ouais. Faut Mais penser c'est à comme un soi, quoi. entrepreneur, c'est-à-dire qu'en fait, Oui, le ben oui. souci, c'est que si on n'est pas présent, si on n'est pas tac, tac, Mm. tac, les gens ont vite fait de se dire, oh là là, elle a pas mis de post hein, sur Instagram cette semaine, elle fait plus rien. Ouais. Alors qu'en fait, ça n'a rien à voir. C'est que c'est le gros problème du monde d'aujourd'hui, c'est qu'en fait, c'est ceux qui communiquent le plus qui font le moins. Et en fait, malheureusement, du coup, ceux qui font le plus, ça se voit le moins aussi. Ça se voit Et, moins. Mm. et moi, c'est ça qui me rend un peu dingue. Heureusement, je suis entourée de mécènes et de sponsors avec qui je suis très claire. C'est-à-dire que moi, je suis pas influenceuse, je suis pas un placement de produit. Donc, ceux qui m'aident, ils m'aident pour la même raison. C'est-à-dire qu'ils n'attendent pas de retour sur leur investissement. Et ça Mm. fait partie, mais de ma valeur number one. Je Mm. ne veux pas être entourée de gens qui attendent de moi de porter tel habit, de mettre Ouais. truc. Enfin, je veux pas tomber là-dedans, ça ne m'intéresse pas. Je grand bien face à ces personnes-là, tant mieux Mhm. si on a besoin de ça. Mais aujourd'hui, ça ne répond pas à qui je suis, quoi. Et je ne veux pas et je ne dois pas m'en éloigner. C'est mon moi qui serait en péril, sinon. Je sais bien que toi, tu as des modèles de sportifs désengagés et qui, voilà, et que à côté, te semble que les défis que tu mènes sont faciles, on va dire. Mais je pense qu'ils ne le sont pas quand même. Euh, Est-ce que cette partie de toi, euh, cette quête de dépassement de toi, c'est aussi quelque chose dont tu as besoin pour vivre et avancer, cette partie là du défi sportif, hein, je veux dire. Euh, Oui, d'une certaine manière. Alors, on me pose souvent cette question et j'ai du mal à vraiment répondre parce que, en fait, j'aime le dépassement de soi, j'aime l'effort, en fait, mais j'aime surtout, avant tout, la découverte. C'est-à-dire que moi, la performance m'importe peu parce que je sais que je ne serai ni la triathlète number one, ni meilleur marathonien et tout ça. Mais ce qui m'a toujours intéressée, c'est de savoir si j'étais capable de faire eh ben, 42 km, de faire de l'alpinisme, d'être exposée à 50 degrés. Alors, je reproduirai pas indéfiniment les mêmes défis, mais ce qui m'intéresse, c'est de découvrir
à chaque fois quelque chose de nouveau. J'aime pas la répétition, c'est-à-dire que si je suis capable de courir un marathon, alors ok, j'en ai couru plusieurs, mais pas forcément au même endroit, pas dans les mêmes conditions. Et je voulais juste me dire, ouais, bon, tu es capable de courir dans un temps où tu n'es pas en énorme souffrance, parce que l'écart avec les meilleurs est tellement énorme que c'est pas ce qui m'importe. Ce qui m'importe, c'est de me dire, waouh, qu'est-ce que tu ressens quand tu fais un marathon? Qu'est-ce que tu ressens quand tu fais une montagne? Qu'est-ce que tu ressens quand tu apprends à nager ou que tu apprends quelque chose de nouveau? Il y a ce côté en fait de l'enfance où je retrouve un peu cette innocence de la découverte, de me dire ah, je connais pas ça du tout, est-ce que je suis capable? Est-ce que ça va te plaire? Et voilà, en fait c'est ça qui me nourrit, c'est pas tant le dépassement de moi et de me dire waouh, je me suis mis dans le dur, j'ai le goût du sang dans la bouche, ça ne m'intéresse absolument pas. C'est-à-dire que la Mhm. montagne, ça prendra le temps que ça prendra. J'ai envie de savourer, souvent j'ai envie de m'arrêter, d'écouter ce que la nature m'offre, mon corps, être attentive en fait à ce que je suis, à ce que je ressens dans ces moments-là. Et je pense que quand on est dans le dépassement de soi, dans vraiment à proprement dit dans l'effort, euh, on n'est pas attentif à ça. On n'est pas attentif pour les mêmes raisons que celles que j'évoque en fait. Mhm. Et voilà. Bah, pour moi, ça c'est et le dépassement. Pour moi, il est plus en me dire, ouais, bon, bah, je vais dormir dans une tente à trous dans le désert où potentiellement il y a des bêtes. Il fait 50 degrés, je suis couverte de mouches. Je mange une viande qui a été achetée il y a 6 jours, qui est transportée sur un dromadaire qui n'a pas de frigo. Qu'est-ce qui va m'arriver? Est-ce que je vais être malade? Est-ce que je vais résister? Et en fait, juste savoir ça me satisfait. Mais je le considère même pas comme un dépensement de moi-même, en fait. Je le considère vraiment comme une découverte. Comme une découverte. Le dépassement, en fait, je sais pas vraiment si ça fait sens au plus profond de moi-même, quoi. Et moi, c'est l'âme de l'aventure, de la découverte sous tous ces angles, quoi, qui m'intéressent, même avec les humains. C'est pour ça que j'aime rencontrer ces enfants que j'opère, parce qu'ils viennent de régions du monde très différentes. Il y a des enfants musulmans, donc qui ont une approche avec moi qui est très éloignée. C'est-à-dire souvent les petits garçons qui sont musulmans, mais bon, moi, je peux pas m'approcher d'eux. C'est très, voilà, donc il peut y avoir une petite frustration, mais ça m'intéresse d'être face à ça sans filtre, Mhm. sans être préparé. Donc, et aux rencontres humaines et à l'élément et à ce que je vais réaliser, quoi. Pareil, je sais pas si j'ai pas bien, Si, si si. j'ai bien répondu, mais Non, non, c'est. mais il y a pas, en fait, il n'y a pas de bonne réponse. Il y a tes Mm. réponses. C'est ça qui est intéressant euh, au travers de ça. Donc, Et aujourd'hui, est-ce que tu te sens, dans tout ça, est-ce que tu te sens pleinement à ta place et comme tu as fait les défis, on va dire, les uns après les autres, et puis tu as découvert des choses et à un endroit, découvert à d'autres, etc. Est-ce que, est-ce qu'aujourd'hui, tu es toujours animé par les mêmes moteurs? Qu'est-ce qui t'anime aujourd'hui, des années plus tard? Ce qui m'anime, c'est de me dire que plus j'avance dans le temps, plus. Enfin, je communique pas forcément autant que je l'ai fait au tout début, mais en fait, les connexions se font plus facilement. C'est-à-dire que je pense que les 5 années de dur labeur Mm. par lesquelles je suis passée sont en train de faire, euh, sont en train de, comment dire, de fleurir aujourd'hui. Donc j'ai plus, c'est des connexions, j'ai plus rien à prouver. Donc en fait, ce qui est plus facile d'une certaine manière aujourd'hui, c'est de me dire, bon, cette partie-là, d'aller à la recherche, de te battre pour qu'on comprenne ton projet, que tu trouves des gens que ça intéresse, etc., je l'ai plus. Du coup, j'arrive plus à me concentrer sur ma vraie mission, qui est celle de prendre encore plus d'enfants en charge. C'est-à-dire qu'à la toute base, mon projet, c'était Camille avait 9 mois quand elle a été opérée, elle avait 9 ans quand j'ai démarré le projet. On était en 2019, il y avait ce chiffre 9 qui résonnait, et je m'étais dit, le petit concept marketing derrière tout ça, c'est que tu vas traverser les 90 plus hauts sommets des Pyrénées, tu collecteras 9 millions de battements de cœur et tu prendras en charge 9 enfants.
Et en fait, ça, la première année, j'ai pas pris en charge 9 enfants, j'en ai pris deux. Et c'était déjà énorme, Mm. vu le passif que j'avais. J'avais que 3 mois d'association derrière moi. Donc c'était énorme. J'avais déjà levé 28 000 euros. Je pensais pas, je visais haut, mais je pensais pas arriver à ça. Et en fait, je suis arrivée à 9 enfants en 2023. Et je me suis dit, waouh, ça y est, tu l'as fait, t'as atteint tes 9 enfants, c'était ça ton engagement. Et maintenant, tu pourrais lever le pied, arrêter, peut-être faire des choses plus pour toi et tout. Mais rien que cette réflexion, le plus pour moi, je ne la supporte pas. Je trouve que le monde aujourd'hui, tel que je le vois, et encore, j'ai pas de télé, tu auras bien compris que j'ai pas beaucoup le temps de, voilà, même d'écouter la radio. Enfin, je veux dire, le moins de bruit j'ai en dehors de toutes mes contraintes, le mieux je me porte. Donc, je me laisse pas polluer. Mais ce que j'ai besoin d'avoir en moi, c'est de me dire, je dois faire. En fait, je le dis, mais c'est pas que j'ai honte, mais j'ai l'impression que j'ai un rôle. Mhm. C'est pas l'abbé Pierre ni Mère Teresa, c'est pas ça, mais c'est de me dire, j'ai la capacité physique et mentale de réaliser ces missions-là et je veux aller au bout de ma mission. C'est un peu ma légende personnelle. Mhm. C'est très... Inspirant. Très, très inspirant. C'est Est-ce ce que que je tu... ressens. Ouais, c'est très inspirant, ouais. Quels sont les prochains projets de Summit of My Heart? Peut-être que si tu vas en parler, que la communauté le Alors, sache. là, donc ces derniers temps, j'ai eu un contexte personnel très difficile. Et du coup, je m'étais recentrée sur des choses euh, qui me, qui me parlent. C'est-à-dire que je voulais pas m'éloigner de ce qui avait été l'ADN de Summit, c'est-à-dire collecter mes battements de cœur à l'effort en faisant ce que j'aime. Et en fait, justement, avec toute cette charge mentale des projets où j'intégrais beaucoup de personnes autour de moi, etc., j'avais Mm, perdu mm, cette envie et cette motivation. En fait, je savais plus, du coup, je faisais plus vraiment pour moi. Je satisfaisais quelque part les autres, mais moi, je me faisais du mal, quelque part. Et ça, je me suis dit, c'est pas possible, parce que du coup, là, tu ne feras plus bien ta mission. Et donc, je me suis dit, j'ai pris du temps et je me suis dit, qu'est-ce qui te fait rêver encore aujourd'hui? Quels sont tes rêves et tout ça? Moi, ce qui me faisait rêver, c'était le désert et la banquise. Parce qu'on parle tellement du climat, je me dis, bon, le désert, qu'est-ce qui va en rester? Ou plutôt la banquise, qu'est-ce qui va en rester? Est-ce que le désert, ça va pas devenir notre environnement premier? mm. Et j'avais envie d'aller découvrir ça tant que c'était encore possible. Donc, dernièrement, j'ai traversé le Sahara marocain jusqu'à la frontière algérienne. Donc, presque, oui, 45, 50 degrés tout le temps, sable brûlant, tout ça. Je voulais voir ce que j'étais capable de faire. Donc, j'ai été capable puisque j'ai réussi. Et en fait, j'ai gravi la dune de la Chance. Et ça, je trouvais que c'était incroyable parce que la dune de la Chance, c'est la dune la plus haute du Sahara marocain. Elle culmine à un peu plus de 650 mètres d'altitude. Et en fait, c'est la dernière dune avant la frontière algérienne. Et quand on m'a dit, en fait, ça s'appelle Er Zaher en marocain. Et en fait, la traduction, c'est la dune de la chance. Et je me suis dit, waouh, c'est quand même incroyable. C'est-à-dire que je vais traverser le Sahara marocain et je vais finir au sommet de la dune de la chance pour offrir la chance à un enfant cardiaque défavorisé d'être opéré et rapatrié. Donc, fabuleux. Du coup, des fois, je me dis, mais il y a quelque chose qui m'entoure, Au-dessus. qui Mm. crée mes opportunités, en fait. J'y crois tellement, j'ai l'impression d'être tellement visionnaire que ça pousse le... Oui, la magie opère, en fait. C'est ça. C'est-à-dire que j'ai cette impulsion et en fait, elle se réalise. Elle se réalise, elle a un sens incroyable. Et ça, c'est fou. Donc, il y avait le désert. Et après, il y a la banquise. Et la banquise, en fait, c'est que je vais traverser la plus grande calotte glaciaire d'Europe, qui Mhm. s'appelle le Svartisen. Donc, c'est au nord de la Norvège, avec un explorateur polaire qui est originaire de Biarritz, qui habite maintenant à Bodo, en Norvège. Il est devenu guide polaire en Antarctique et en Arctique.
et on va traverser cette calotte glaciaire. Et au niveau de l'image, donc le visuel, je ne l'ai pas encore communiqué, c'est en fait, on imagine qu'une banquise avec le réchauffement climatique, en fait, c'est ces morceaux d'iceberg qui se Mm, détachent. Et en fait, c'est comme un cœur qui se disperse, mm. qui est un peu éclaté, c'est-à-dire que les communications interventriculaires ne se font pas, intraventriculaires ne se passent pas, l'aorte est inversée, en fait. Et du coup, j'ai imaginé que visuellement, le fait d'aller rassembler ces morceaux de glace, moi-même, avec ma poulka et dans cette aventure, en fait, c'est de reconstituer ce cœur. Et c'est ça le visuel. Et en fait, cette exploration, c'est aussi de rendre sa couleur rouge à un cœur bleu, à un cœur malade. Donc moi, en fait, en progressant sur le glacier, qui est bleu, en fait, je veux redonner la vie à un enfant malade. Et vous? C'est c'est perché, hein. Non, c'est très poétique. C'est tellement ce que j'imagine. J'adore Mm, lire. Donc, je pense que peut-être que mon imagination travaille plus qu'il ne faut. Mais c'est comme ça que j'ai imaginé le visuel du prochain projet. Et ben, mon brief artistique, c'était ça. C'était vraiment de rapiécer un cœur malade, un cœur mm. franc, en fait. Voilà Ok. le sens de ce voyage là-haut, quoi. Et en plus, bon, Et ce bah, c'est voyage, pour un il aura été lieu quand? scolaire. Comment? Il aura lieu quand, ce voyage? Alors là, j'attends de faire le point avec Vincent Colliard, l'explorateur, pour Mm. voir comment l'hiver évolue, mais ce serait au printemps, Au printemps. entre mai et juin. Donc Ok. on est en totale autonomie avec une poulka, donc c'est comme une petite brouette qui glisse sur la glace, qu'on Mm. tracte avec notre matériel et voilà. Chouette. Si tu devais transmettre un message à ceux qui nous écoutent et qui cherchent à donner du sens à leur vie et à s'engager, qu'est-ce que tu leur dirais? Alors, d'éteindre toute source de bruit dans un premier temps, parce que je pense que on a besoin de calme pour vraiment se connaître. C'est-à-dire ne pas forcément s'inspirer des autres déjà. Mm. En fait, parce que s'inspirer des autres, c'est s'éloigner de soi-même au final. Enfin, moi, je trouve c'est oui et non. Ce que je veux dire, c'est bien d'avoir des modèles, mais il faut aussi s'écouter parce que le modèle, en fait, on va être guidé par ce que fait une personne, mais on n'est jamais dans le même contexte, on n'est jamais la personne, on n'a pas le même métabolisme, on n'a pas la même constitution physique. En fait, ce qui compte, c'est de faire silence et de se dire qu'est-ce qui m'anime, mais pas se laisser perturber par ce que font les autres, par ce que j'entends, par ce que je vois, parce qu'en fait ça influence trop et on perd complètement, on s'éloigne de nous-mêmes et je trouve que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui tout part dans tous les sens, n'importe comment, parce qu'en fait on veut faire comme un tel, on veut aller aussi vite, on veut se mettre, alors que peut-être qu'au fond de soi on n'est pas fait pour ça. Et sans s'écouter, on pourra jamais le savoir. Donc, trop d'exposition aux écrans, aux réseaux sociaux, à se comparer sportivement, etc. Je pense que on perd beaucoup de potentiel personnel. Donc déjà, éteindre les bruits, première étape pour se Personne va reconnecter à soi-même. m'écouter. Plus personne va m'écouter. Ils vont se dire, Mais mais c'est non, ce que je mais pense. enfin moi je trouve ça très juste ce que tu dis, puisque Mm. finalement tant qu'on ne sait pas qui on est réellement soi-même, on peut pas savoir quel défi et quel sens De on a donner envie à de ce qu'on mener. fait. Ouais. Parce que s'inspirer, c'est une chose, mais on s'inspire d'une personne souvent, qui n'a déjà, on ne veut bien voir que enfin, on ne voit que ce qu'on veut bien nous montrer. Donc, Mm. bon, c'est déjà, bim, ça biaise, c'est le premier truc. Deuxième truc, c'est que on n'est pas cette personne, on n'a pas son contexte familial, on connaît pas son passif, euh, on connaît rien de ces gens-là pour la plupart, et même des célébrités. Enfin, je parle des grands explorers comme Mike Mm. Horn ou des choses comme ça qui ont pu m'inspirer à un certain moment. Mais en fait, justement, quand j'apprenais à lire d'eux, euh, c'est aussi ce qu'ils disaient, c'est-à-dire qu'en fait, cette célébrité, elle les a aussi un petit peu tués, c'est-à-dire que c'est devenu aussi bah, leur métier, donc ils avaient des comptes à rendre, et donc ils se sont aussi éloignés d'eux-mêmes d'une certaine manière. Et c'est ça qui fait qu'après, derrière, bah, ça conduit à des burn-out, à des... parce que on perd, on s'éloigne de nous-mêmes.
en voulant Mhm. satisfaire les autres. Ah, parce que voilà, j'ai dit que je m'inspirais de machin, donc il faut que je fasse comme celui, puis il faut que j'aille aussi vite, il faut que j'aille faire plus et toujours plus. Alors qu'en fait, on ne demande à personne de faire plus, on demande de faire autrement, différemment. On demande d'être singulier. Aujourd'hui, tout nous éloigne de la singularité. On est tous des moutons. Et ça, moi, je me dis, Mhm. je il y a que le silence et et je dis pas qu'il faut partir comme Sylvain Tesson, en Birmanie ou je ne sais où, coincé 6 mois dans un chalet entouré de rien. Je pense que même chez soi, on peut faire, en sorte de se couper un peu de tout et de retrouver, l'essence qui nous fait avancer, quoi. Et alors, donc, une fois que tu as éteint ce bruit là autour de Et toi, c'est pas et facile. déjà, première étape, pas facile, tu arrives à le faire. Tu arrives à te connecter à un certain espace de toi-même. Oui. Qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui fait que tu arrives à passer le pas, tu vois, il y a ça aussi, cette étape-là. De passer le pas, de démarrer l'aventure. De démarrer l'aventure vers ce qui te fait sens ou de te dire, ok, ben là, je suis dans une vie comme ça et finalement, cette vie-là, elle fait plus sens et donc pour pouvoir aller vers le sens, ben, il y a peut-être des choses qu'il faut que je coupe ou il faut que j'arrête ou il faut que tu vois, il y a quand même une démarche aussi. Une fois que tu as trouvé, entre guillemets, ce que tu as envie de faire, comment tu fais pour oser y aller? Alors, j'ai fait une conférence pour une association qui s'appelle Femmes des Territoires la semaine Oui. dernière. Et en fait, je devais réaliser un parallèle avec l'entrepreneuriat. Enfin, on me demandait le parallèle entre ce que je fais et donner des conseils à un entrepreneur. Est-ce que j'avais eu des doutes? Comment j'osais justement? Comment Hein. je surmontais mes doutes? Et en fait, j'ai eu une réponse encore. Je sais jamais si c'est pas à côté, mais c'est en fait, j'ai pas de doute. C'est-à-dire que je ne me pose pas ces questions. Est-ce que j'ose? Est-ce que je franchis le pas? Est-ce que j'ai des doutes? En fait, je suis tellement dans mon truc que la seule issue, c'est de le faire. De le faire. Je n'ai même pas le doute. Quand je me suis dit, tiens, tu vas traverser les 90 plus hauts sommets des Pyrénées. La dernière fois que j'avais fait de l'escalade, c'était Camille était à peine, enfin, elle était même pas née. J'ai laissé tout ça de côté pendant des années avec l'évolution du matériel, avec le réchauffement climatique, donc des pans de montagne qui s'effondrent d'un coup, des refuges, pareil, qui dégringolent des falaises. Voilà, la montagne a bougé. Moi, je me suis attaquée à ça, j'avais plus pratiqué. Mais pourtant, je me suis dit, tu vas le faire, donc tu le fais. Donc, je me levais tous les week-ends, je roulais, mais je partais à 3 heures du matin. En fait, je me suis mise en pilote automatique. C'est-à-dire que je me pose même pas la question du doute. J'ai commencé à me la poser bien plus tard. C'est quand certaines personnes me faisaient part de leur peur en me disant, mais t'as pas peur? Donc, en fait, j'avais jamais peur. Et plus les gens me parlaient de peur, plus je me suis mise à avoir peur de certaines choses. Bon, j'ai aussi vu des choses, j'ai assisté à des accidents. Les Donc, accidents. pareil, parce que je suis quand même assez naïve et un peu fonceuse. Donc, jusqu'à ce que vraiment j'ai l'événement qui se passe sous mes yeux, je ne l'imagine pas. J'imagine pas le pire en fait, et tant mieux, parce que sinon, c'est pareil, si on imagine tout en pire, en fait, on ne pourrait pas aller aussi loin. Mais j'ai pas eu de doute, j'ai pas cette phase où je me dis, bon, bah tu vas le faire, faut que tu oses. Je me pose pas du tout ces questions-là. Je fais. Toi, tu es déjà dans la projection de Ah ouais. faire, quoi. Et tu Ah fais. oui. Ah oui, en fait, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que Mm. je suis guidée. C'est ce que je disais tout à l'heure qui fait un peu perché, mais j'ai l'impression d'avoir cette mission. Elle m'est Mm. donnée parce que je suis capable de la relever. Du coup, vu que dans mon être, il est déterminé que je suis capable, j'ai pas besoin de me poser ces questions-là. Mm. Elles sont déjà en moi. Les réponses sont en moi, en fait. Très inspirant. Bah, très inspirant, Claire, hein. J'adore. Je suis C'est vraiment vrai. ravie d'avoir passé ce moment-là avec toi à la découverte de mieux te connaître, mieux comprendre ce qu'était pour toi l'engagement, ce qu'était pour toi le sens, cette aventure et ces défis que tu mènes. Euh, Est-ce que aujourd'hui, t'as, peut-être pour conclure, est-ce que euh, t'as un souhait à émettre à la communauté qui pourrait t'entendre aujourd'hui? Qu'est-ce que t'aurais envie de... Alors,
ce que je souhaite, c'est que ce que je fais puisse faire naître à- pas de faire la même chose que moi, mais de faire ce que chacun aime profondément. Donc toujours pareil, c'est lié au silence, c'est-à-dire c'est cette histoire d'inspiration, elle me plaît pas à la fois. C'est que pour moi, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est déjà s'infliger un chemin. En fait, le chemin, il est singulier, il est unique pour chacun de nous. On n'a pas le même, on a chacun un ADN, un code EAN, comme un article. On a chacun nos composants. Et cette différence devrait être la richesse de l'humanité. En fait, aujourd'hui, le fait de vouloir toujours tous faire un peu pareil, enfin rentrer dans ces moules, je trouve que ben, c'est asphyxiant pour le monde. En fait, on a besoin tous de faire renaître ce qui nous anime vraiment. Et moi, le conseil ou ce que je souhaite inspirer, c'est ça. C'est de ben, pas influencer, mais guider, euh, se laisser guider par ce qui nous anime et pas par ce qui anime les autres. Et ce qu'il faut être animé par. Mm. Et le monde d'aujourd'hui, j'ai pas besoin de me battre avec ma fille parce que j'ai la chance d'avoir une enfant qui, bah, le fait qu'elle ait évolué à mes côtés, en fait, elle est pas, elle a cette même démarche, en fait, elle est à contre-courant un peu. Alors d'un côté, c'est difficile à son âge parce que voilà, ben, si on Oui, veut être entouré, ben, on 15 peut ans, pas c'est être pas complètement simple. en marge. Pour être pas être Mm. complètement en marge, faut un peu être comme eux, mais en même temps, faut pas se perdre non plus parce qu'on n'a pas envie d'être mal pour faire plaisir aux autres. Enfin, en tout cas, moi, j'essaye de pas lui montrer cet exemple. Et puis moi, je ne le serai pas. Je vais pas être différente pour plaire à des gens qui m'apportent rien, en fait. Mais ce que je souhaite au plus profond de moi, et je pense que ça sauverait l'humanité, c'est de se réécouter et de faire les choses pour soi, parce que c'est celles-là qui guideront la création d'un monde meilleur. Parce qu'en fait, on ne serait pas pollué justement par cet esprit de comparaison. Les comparaisons, ça mène à des guerres. Finalement, si on regarde à un niveau bien plus loin, en fait, c'est le fait de se dire, ah, lui, il a ça, moi, je l'ai pas atteint, il a cette portion de terre, pas moi. Euh, et en fait, voilà, c'est la même chose à notre tout plus À petit petite niveau. échelle, ouais. Ah, il a telle voiture, il a tel téléphone, il a tant de numéros d'abonnés, tant de likes. On s'en fout, on les connaît même pas. Voilà, et Mm. bah, c'est ça que moi, je suis un peu en colère par rapport à ça, parce que je voudrais que chacun puisse retourner à cette capacité de nature. Je pense que des fois, on y revient, hein, tout n'est pas perdu, mais ça demande aussi un gros effort de se dire, je vais pas satisfaire tout le monde, je vais me couper un petit peu. Ça peut me faire un mal un peu un moment, mais tout ça me fera du bien après. Mm, mm. Écoute, je te remercie en tout cas de ton temps, de ton partage de tes expériences et puis de ce qui t'anime et ta vision aussi des choses.